Rebonjour, très chers conspirés, et bienvenue au Conspiratorium. Là, nous parlons du ninja Tshisekedi. Pourquoi il était ninja? Cherchons d'abord à savoir ce qu'est un ninja. Le ninja, ce n'est pas un terme congolais, ce n'est pas un terme malien, ce n'est pas un terme ougandais, ce n'est pas un terme angolais, et ça ne vient pas de la France et moins encore des États-Unis, mais plutôt du Japon. Ça vient du Japon. Et ninja, ça signifie quelqu'un d'invisible. Invisible. Ou encore, on l'appelait shinobi. Ninja ou shinobi. Mais quand on l'appelle ninja, c'est qu'il est invisible. Shinobi, c'est qu'il est sournois. Donc, un ninja est à la fois sournois et invisible. Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Parce qu'il n'a pas la majorité parlementaire, et comme il n'a pas la majorité parlementaire, il ne peut pas choisir le Premier ministre, et ainsi le Premier ministre qui va être choisi par le Parlement viendra d'un autre parti politique. Et il n'aura pas vraiment de compte à rendre au président Tshisekedi. Tshisekedi était mal pris. Et il a travaillé très très durement. Il a renversé la majorité parlementaire. Il a fait ce qu'on a appelé jusqu'à aujourd'hui l'union sacrée, dont il est le chef, inconditionnel et incontesté. Aujourd'hui, il a la majorité parlementaire. Tous les pays frontaliers de la RDC sont des agresseurs de la RDC. Un seul s'est démarqué, c'est le Rwanda. Parce que non seulement que le Rwanda l'a fait au vu et au su de tout le monde, mais aussi le Rwanda a massacré des Congolais jusqu'à tuer à son seul actif 15 millions de Congolais. Et on n'entend aucun pays occidental. Ces pays qui accusent Poutine parce que Poutine a pris des orphelins trouvés dans des orphelinats des villes conquises par les troupes russes, les amener en Russie en sécurité où ils peuvent continuer à avoir les soins. On l'a accusé de kidnappeur pour même faire un mandat d'arrêt international contre lui. Mais le tueur invétéré, qui en est fier, Kagame, n'est pas inquiété et personne n'en parle surtout. Et tout le monde le soutient, lui donne les moyens de faire sa guerre, d'envahir et de piller les biens, les richesses du sous-sol et du sol du Congo. Car quand il pille, quand il vole et l'amène au Rwanda, il se partage avec ses supporters qui sont les Occidentaux. Mais les autres pays frontaliers font la même chose en cachette. Tous ont comme objectif d'un jour s'accaparer des portions de terre de la RDC. Et c'était bien parti, parce qu'ils avaient un Rwandais comme président en RDC, ce Joseph Kabila dont je vous ai parlé, de son vrai nom, Kazembere Kanambe. Félix Tshisekedi vient sournoisement, tel un commando, dont la mission est la reconnaissance du terrain, ce qu'il faut qu'il soit un éclaireur. Il doit se faufiler derrière les lignes ennemies. Sans être vu, il doit voir. Sans être détecté, il doit détecter. Sans être tué, il doit tuer.
et sans être décrit, mais lui, il doit décrire l'ennemi. Alors, il rampait dans l'obscurité totale, sournoisement. Il était un shinobi. D'une manière invisible, il était un ninja. Boum, il apparaît. Et quand il est apparu, c'était trop tard. Il les a mis KO. Il est devenu président de la République. Quand il est devenu président de la République, il est allé voir tous les pays voisins pour faire la paix et leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils font ça à la République démocratique du Congo. Ça fait 30 ans de ça. Ils ont eu des motifs de sécurité, tout ça. Il a dit, OK, on va vider cette question entre vous et nous. Finalement, ils se sont dit, non, vous savez, nous, on est pauvres, nous devons aussi manger. Il a dit, je suis d'accord avec vous, vous devez manger. Mais vous n'allez pas prendre la nourriture de mes enfants pour nourrir les vôtres. Je suis d'accord de vous donner à manger. Je peux vous donner à manger. Ils ont dit, oh, OK, on accepte. C'est ainsi que il a dit au pays le plus vu et connu, le Rwanda, vous avez construit des usines de traitement de coltan chez vous, mais vous n'avez pas de coltan. Je comprends, c'est parce que vous le volez chez nous, en RDC. Vous avez des usines de purification d'or, mais vous n'avez pas d'or chez vous. C'est parce que vous le volez chez nous au Congo. Je ne vais pas vous prendre tout ça, mais j'en ai les moyens. Je peux tout vous prendre parce que c'est mon pays et je suis président de ce pays-là. Au lieu de vous le faire, je vais faire en sorte que l'or, le coltan, continue à venir ici au Rwanda. Seulement, nous allons nous faire le partage. Vous en prenez une partie, nous en prenons la nôtre. Le Rwanda dit, mais je ne suis pas seul, derrière moi, il y en a d'autres. Il dit, oui, je reconnais cela, on leur donne une partie. Et vous gardez la vôtre et nous prenons la nôtre. Le Rwanda a dit, d'accord. Tshisekedi a dit, et pour cause, je vais autoriser votre compagnie aérienne de faire des affaires chez nous librement. Et Rwanda Air a commencé chez nous. Et le business allait très bien pour les Rwandais. Les Congolais étaient en crise. Les Congolais étaient en colère. Tshisekedi, comment tu peux faire ça? On a souffert pendant 3 décennies de ces gens et toi, au lieu de les mettre de côté parce que toi, tu es des nôtres, tu n'es pas un Rwandais comme l'ancien président, pourquoi tu nous fais ça? Le peuple ne comprenait pas ça, mais tenu au secret d'État, on ne peut pas tout dire. Tshisekedi se taisait et le peuple croyait ou prenait Tshisekedi pour un traître pendant 3 ans au moins. Mais le Rwanda ne voulait pas de ce partage-là. Il voulait toujours prendre du beurre et son argent. Donc prendre le beurre et l'argent du beurre. On a donné au Rwanda la main, non seulement qu'il a pris la main, mais il a arraché une partie de l'épaule avec. Tshisekedi a dit, ça n'est ainsi, je vais maintenant former le robinet. Vous n'aurez plus ni l'or, ni le coltan, ni rien. Et le Rwanda a déclenché cette guerre contre la RDC. Parlons du Rwanda. Est-ce que le Rwanda a l'effectif militaire pour ça? Non. Nous avons 3 fois et plus l'effectif militaire du Rwanda. Mais pourquoi nous ne réussissons pas? Parce que depuis 30 ans déjà, jusqu'à récemment, la RDC était sous embargo militaire. La RDC ne pouvait pas acheter les armes. Et quand on pouvait accepter qu'ils achètent une sorte d'arme, devait être déclarée. Donc le Rwanda en était au courant. Pire, les armes achetées ne restaient pas en RDC. C'est acheté par l'argent des Congolais, ça arrive en RDC, nuitamment, ça monte dans les avions et on amène à Kigali, au Rwanda. C'est ainsi que
Le Rwanda était tranquille et souriant. Tout allait bien au Rwanda. Quand Tshisekedi a fait ça, ça n'a pas fonctionné pour le Rwanda. Et tout le monde, les supporters, les sponsors du Rwanda, donc l'Union européenne, l'Occident au complet, incluant les États-Unis, le Canada et les autres, se sont insurgés contre la RDC. Tshisekedi a dit, wow, calmez-vous les gars. Je ne vous refuse pas le marché. Je ne vous prends pas le beefsteak de la gueule. Ce que je vous demande, c'est que vous veniez en bonne et due forme, ouvertement par la porte que je viens de vous ouvrir grandement. Venez entrer en République démocratique du Congo par cette porte-là, qu'on vous voit arriver. Nous allons faire des affaires. Et ce sera un partenariat gagnant-gagnant. Donc, vous prendrez votre quote-part en fonction de ce que vous apportez. Les capitaux, les moyens matériels, et nous, le sol. S'il s'avère que ce que vous apportez vous donne 60%, vous prendrez votre 60%, nous prendrons 40%. Ils ont dit non. Nous, on va continuer à travailler comme on travaillait avant. C'est-à-dire, nous allons continuer à travailler avec le Rwanda qui vient tout prendre ici, et nous avons notre quote-part. Tshisekedi a dit non. Et voilà, on lui a déclenché la guerre. Aujourd'hui, nous voyons le Kenya, qui, c'est un pays en faillite. Le Kenya est en faillite. Le président du Kenya, Ruto, se cherche comment survivre, comment son pays va survivre. Parce que 70% des investissements étrangers au Kenya, 70% des investissements étrangers au Kenya, c'est chinois. Le Kenya n'est plus capable de payer ou ne sera jamais capable de payer. Il sait maintenant que les Chinois vont dire non. Si tu ne peux pas payer, tu nous donnes un gage, autre chose. Et les Kenyans ne veulent pas en arriver là. Ce que les Kenyans courent pour aller voir les États-Unis, ils disent, regarde, nous on travaille avec la Chine. On n'aime plus cette Chine, on s'en fout de la Chine. Les autres, ils ne sont pas bien. Nous allons travailler avec vous. Les Américains disent, hurrah! Nous attendions cela. Oui, nous allons travailler ensemble. Mais ce que les Américains ne savent pas, c'est qu'ils doivent maintenant sponsoriser le Kenya afin que le Kenya puisse payer les dettes de la Chine avec les intérêts et les arriérés. C'est là que le Kenya est dans la merde. Parce que les Américains ne sont pas fous. Ou les Américains sont fous dans le sens qu'ils peuvent accepter donner un autre crédit équivalent ou plus au Kenya. Mais aussi eux, contrairement au Kenya, ils vont venir s'installer au Kenya et prendre le Kenya. Et c'est ce qu'ils ont fait dernièrement. Ils ont demandé au président kenyan de les laisser mettre un aéroport militaire et surtout une grosse base militaire au Kenya. Parce qu'ils étaient au Niger. Le Niger les a mis dehors. Ils sont allés en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a dit, oui, je vous accueille de passage, si vous êtes de passage, mais pas pour vous installer ici. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Notre chien est mort. Gring, gring, Ruto, Kenya. Ah oui. Ouais, bon, ça c'est vieux Biden, c'est les États-Unis. Oui, c'est moi. Ah oui, vieux. Ah, je vous écoute, mon chef. Que diriez-vous d'être notre allié en Afrique centrale? Notre représentant en Afrique centrale? Et vous aurez des avantages qui viennent avec. Ah, comme quoi alors, comme avantage? Approche. Si nous mettons une grosse base militaire chez vous, nous allons vous donner la sécurité militaire dont vous avez besoin. Et les employés, la plupart seront des Kenyans.
En plus de ça, nous allons investir dans votre pays. Et nous allons faire dans d'autres affaires. Le Kenya a dit, je ne sais pas les autres affaires c'est quoi, mais j'accepte le tout. Les Américains ont dit, on l'a eu. Ils ont dit, que dirais-tu de venir aux États-Unis pour recevoir les honneurs présidentiels? Oui, oui, j'arrive. Ruto est allé. Les marines marchent devant Ruto. Il ne pouvait pas rêver de ça. Et comme un bébé, il est en train de s'entretenir avec Mike Biden dans le bureau ovale, qui est le bureau du président de la République. Il invite Ruto à venir s'asseoir. Viens un peu t'asseoir dans ma chaise, là où je m'assois quand je prends des décisions ou quand je rencontre d'autres grands de ce monde. Mais monsieur le président, moi je... Avec les dents là qui sont toujours dehors, il n'est pas capable de fermer la bouche comme moi. Vous comprenez pourquoi, hein? Ces gens-là ne savent pas fermer la bouche. Je suis le président du Kenya. I am the president of Kenya. I can't sit in this chair, Mr. President. Oh, don't worry about that. Just come and sit here for a second, man. Come on. Come on, Mr. President. Là, il se met debout et il va s'asseoir là. On le prend en photo. Ça, c'est la photo. Et tout de suite, c'est publié partout. Il se voit partout sur les chaînes de télévision. Il est assis dans la chaise du bureau ovale. Il ne pouvait pas rêver mieux. Et tout d'un coup, il s'est senti si puissant et fort. Et quand on lui a donné le micro, écoute-le. N'oubliez pas que les forces kenyanes étaient au Congo et qu'on les a chassés après un an, sans rien faire. Ils étaient venus pour dire aux Congolais qu'ils allaient aider les Congolais à combattre les forces d'invasion. Mais ils sont venus, c'était eux-mêmes les forces d'invasion. Alors les Congolais les ont mis dehors. Il se met debout, il dit, "Yeah, Mr. President, you see, the Congolese conflict is just a Congolese matter. It must be only discussed between Congolese. We think that Congolese authorities must speak with the M23 to resolve this matter." Biden n'y comprend rien. Vous savez tous, je n'ai rien à vous apprendre. L'homme n'est pas là. Le président des États-Unis, dans les faits, c'est Anthony Blinken, celui qui est des affaires étrangères. Donc, tout ce que vous avez vu, le scénario a été répété pendant un mois avec et pour Biden. Et le jour même, on lui a mis partout. Il passait, il y avait des téléprompteurs, les écrans là, sur lesquels on injecte ce que le président doit lire et dire. C'était le cas avec Obama. Obama qui n'était même pas capable de dire son propre nom si on ne le projette pas sur un écran téléprompteur. On va lui dire, Mr. President, what's your name? You asking my name? Là, il a les yeux sur le téléprompteur. I am Barack Hussein Obama. C'était comme ça. Si on ne le fait pas ainsi, Obama ne saurait rien dire. Et il a travaillé avec un autre végétatif. Obama n'était pas végétatif, mais seulement il n'a pas les capacités intellectuelles pour faire ça. Biden, quand il était jeune, il avait des capacités intellectuelles, mais actuellement, il ne les a pas. C'est qu'on doit l'aider comme cela. Et non seulement ça, on doit aussi le booster. Hein? Parce qu'il ne saurait pas tenir 5 minutes. Ce que, comme Biden ne comprend rien, lui, il lit seulement ce qui est écrit. Vous avez vu, il était en train de regarder l'écran, comme ça.
J'aurais aimé moi aussi avoir un téléprompteur. Je serais là à vous dire des choses que j'ai mis là-dedans hein, pendant 1 heure de temps. Mais quand je viens ici, je n'ai rien préparé, je parle comme ça. Alors si je me plante, je me plante. Si je ne me plante pas, tant mieux. Pourquoi Ruto dit cela? Parce qu'il veut avoir les moyens de payer sa carte de crédit reçue des Chinois par la carte de crédit nouvellement reçue des Américains. Le Kenya est surendetté jusque-là. Le Kenya, on lui a demandé par les États-Unis d'amener de ses troupes en Haïti pour faire la paix, pendant que les États-Unis qui mettent le trouble là-bas, afin que ce pays-là ne se mette pas sur le rail. Et ça dure des décennies déjà. Quand on demande au Kenya, le Kenya, des militaires kenyans, quelle formation ils ont pour aller faire ça? Aucune. Mais le Kenya a besoin d'argent. Parce que quand on vient comme ça, dans le cadre des Nations Unies, il y a un fonds pour ça, un budget pour ça. Et à chaque mort ou blessé du soldat, c'est couvert par le gouvernement du Kenya, mais c'est l'argent qui vient. Le Kenya va aller dire aux Nations Unies, j'ai perdu du monde, il y a des blessés, et on lui donne l'argent pour tout ça. Dans l'entretemps, juste pour l'engagement du Kenya, il y a l'argent qu'on lui donne. C'est pour ça que le Kenya est là. Mais le Kenya va vite déchanter parce que les Haïtiens sont violents. Et vous allez voir, si les Américains ne peuvent pas y déployer leurs troupes, ils veulent utiliser les troupes d'autres pays. Il y a un pays dirigé par du monde qui sont sous-doués. Voilà ce qui arrive. De là, il est allé voir le président ougandais. Pas le président ougandais, mais le président angolais, Lorenzo. Nous, Congolais, on n'a pas vu ça de bon œil, mettons, de bon œil. Pourquoi? Parce que nous disons, Angola, mais qu'est-ce que vous faites? Non seulement vous recevez Ruto, mais maintenant, il y a quelques jours, il y a des soldats rwandais qui débarquent en Angola, et ça ne nous enchante pas. Parce que le Rwanda a acheté aussi des terres en République du Congo voisin, face à la partie de la RDC séparée de l'autre Congo d'une marche à pied. Donc si le Rwanda peut venir installer une base militaire là-bas et qu'utilise ces militaires-là pour faire des incursions au Congo, mais nous aurons des problèmes. Mais le Congo est libre de faire ce qu'il veut sur son territoire. Seulement, il y a des intérêts d'autres pays. Et les intérêts de notre pays sont des intérêts de sécurité que le Congo a ignorés. Nous devons y revenir aussi. Nous allons frapper fort. Est-ce que l'Ouganda avait le choix? Oui, parce que c'est un pays souverain. Il peut dire non, je ne veux pas. Et ça ne se passera pas. Ben non, il n'a pas ce choix-là. Parce que le choix lui est imposé par les Américains. Pourquoi l'Angola peut céder? C'est plutôt un pays sous influence soviétique, donc russe. Non. Non plus. En 99-90, quand l'URSS implose et qu'il se disloque, ces pays de l'ancienne Union soviétique vont passer par des situations économiques et sécuritaires très difficiles, ce qui fait qu'un pays comme l'Angola, qui dépendait à plus de 75% de l'ex-soviétique, va connaître une situation si incroyablement difficile. Alors, l'Angola court vite voir les Américains et dit, voici, vous me combattiez parce que j'étais en connivence avec les soviétiques. Mais aujourd'hui, ils n'existent plus. Pourquoi je ne peux pas me joindre à vous? Ils se sont dit, qu'est-ce que tu nous donnes en retour? Mais j'ai du pétrole chez moi, c'est tout ce que j'ai, et du diamant. Ainsi, les compagnies américaines telles Shell Garage,
non, Shell, Texaco, Halliburton, BP ou BP, de l'Union de l'Angleterre, tous sont venus là-bas. Et ils ont pris en otage le tissu économique angolais. Ils ont investi massivement en Angola. Et l'économie angolaise est entre les mains de ces Occidentaux-là. Donc, si l'Angola ose dire un seul mot, on squeeze. Imagine-toi quelqu'un qui t'a déjà tordu la main. Tu es comme ça. Dès qu'il te tord encore plus, c'est une douleur incroyable. Tu dois crier. Et là, il peut te faire dire quelque chose ou te demander de faire quelque chose que tu vas le faire, n'est-ce pas? Oui. Remarquez, quand Tshisekedi prend le pouvoir, il va voir Lorenzo et dit nous sommes en bon terme. Pourquoi on ne peut pas faire une démonstration de force contre nos ennemis? Nos forces armées et les vôtres vont planer les avions dans les airs pour montrer qu'on est en bonne intelligence ensemble. L'Angola a dit Moja, let's go. L'Angola l'a fait. Dès que l'Angola l'a fait, c'est sorti très mal aux yeux des Occidentaux. Ça sonnait vraiment mal à leurs oreilles. Ils ont appelé le président angolais Lorenzo. Ils lui ont dit, tu arrêtes ça tout de suite. Il dit, mais je suis un pays souverain. Le même jour, vous avez vu, il y a eu des démonstrations. Très peu en Angola, mais réprimées, mais beaucoup, massives foules, en France, en Belgique, tous ces pays-là, contre Lorenzo. On a commencé à dire, Lorenzo, dictateur, Lorenzo, dictateur, Lorenzo doit partir, Lorenzo doit partir. C'était intolérable pour lui. Il a compris l'affaire et il a dit, oh, allez-y mollo, je me dissocie de Tshisekedi. Et le lendemain, le surlendemain même, tout avait arrêté. Tout, jusqu'aujourd'hui, on n'entend plus rien. Est-ce que Tshisekedi le sait? Oui, Tshisekedi sait tout ça. Nous, on n'a rien à apprendre à Tshisekedi ni à ses services. Ces services connaissent tout. Ils lisent, ils comprennent tout. Et je vais en débattre. Parce que nous sommes en train d'expliquer comment Tshisekedi est un ninja. Comment il est un shinobi. Un homme invisible et sournois. Dans la vidéo qui suit.